Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Karl Marx. Marx fait partie de ces auteurs dont le grand public connaît bien le nom, mais dont on connaît beaucoup moins bien l'œuvre. Marx est souvent pris, à tort, pour un homme politique, mais en réalité il s'agit là d'une très mauvaise présentation des choses, parce que Marx est d'abord un économiste. Il a produit une analyse critique de la société capitaliste, une analyse produite au XIXe siècle, dont on continue à se réclamer aujourd'hui, et de nombreux économistes, y compris des économistes libéraux, se revendiquent, sans aucune ambiguïté, de son héritage. On citera par exemple Jacques Attali, qui n'est pas vraiment connu pour ses positions communistes, et qui a consacré un essai à Marx, et qui n'hésite pas à faire savoir toute l'admiration qu'il lui voue. Marx était un économiste, mais c'était aussi et surtout un philosophe. Autrement dit, c'est quelqu'un qui ne proposait pas seulement une doctrine, mais une vision du monde. Philosophe, c'est quelqu'un qui propose une vision du monde. Et au sein de cette vision du monde, il y a un concept clé sur lequel on va se pencher aujourd'hui, qui est le concept d'aliénation. Alors avant de se confronter à ce concept, je vais prendre un peu d'élan. C'est-à-dire que je vais commencer par parler des influences de Marx, parmi lesquelles son influence principale qui est Hegel. Comme vous le savez, si vous avez regardé ma précédente vidéo sur la dialectique, Hegel s'intéressait beaucoup à l'histoire. Parce que pour lui, l'histoire, c'était le lieu de déploiement de la raison universelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il existe une direction des événements, ce qu'on appellera un sens de l'histoire. Je ferai prochainement une vidéo sur le sens de l'histoire. Autrement dit, l'histoire ne s'accomplit pas au hasard. L'histoire ne se déroule pas sans une ligne directrice. Et lorsque j'emploie le verbe dérouler, vous pouvez imaginer ça comme un tapis qui est enroulé sur lui-même et qui, lorsqu'on le déroule, déploie ce qu'il était. Un tapis qui est enroulé, lorsque vous le déroulez, vous n'ajoutez rien, vous n'enlevez rien, mais simplement vous déployez dans l'espace ce que le tapis est à l'origine. Et bien de la même façon, l'histoire se déroule, l'histoire se déploie, et en se déployant, elle fait apparaître ce qui la guide, à savoir la raison. C'est en ce sens qu'on parle, pour Hegel, d'une philosophie idéaliste. Idéalisme signifiant que c'est l'esprit qui conduit la matière. La matière n'est pas un magma chaotique et désorganisé, la matière est quelque chose qui est organisé et qui se déploie selon une logique rationnelle, selon la logique de l'esprit. Alors je sais que c'est quelque chose qui peut paraître assez étrange, assez abstrait, mais pour l'heure, ce qu'il faut retenir, c'est que chez Hegel, il existe une direction des événements, et cette idée-là va constituer le socle de la méthodologie de Karl Marx, à savoir qu'il existe un sens de l'histoire qu'il va s'agir d'identifier pour comprendre la marche du monde. Sauf que, contrairement à Hegel, Marx ne pense pas que l'histoire soit guidée par un principe spirituel, mais au contraire par un principe matériel. Et selon Marx, ce qui va guider l'histoire, c'est la lutte des classes. Il y a une citation de Marx qui est très explicite, dans laquelle il dit « L'histoire humaine est l'histoire de la lutte des classes ». Et sur ce plan-là, il est difficile de donner tort à Marx, parce que lorsqu'on étudie l'histoire, on s'aperçoit qu'on étudie d'abord les conflits. S'il n'y avait pas de conflit, s'il n'y avait pas de guerre, il n'y aurait pas d'histoire, parce qu'on n'aurait rien à raconter. Et parce que ce sont les conflits qui sont à l'origine des évolutions de l'histoire. Si tous les peuples se contentaient de vivre paisiblement côte à côte, les civilisations n'auraient aucune raison de s'auto-dépasser en permanence. Qu'est-ce qui motive la course technologique? Qu'est-ce qui motive la course militaire, même la course économique? C'est bien cette notion de concurrence entre les civilisations ou entre les nations. C'est bien cette idée de compétition qui s'incarne et se traduit dans le conflit. Et comme on l'a vu chez Hegel, la notion même d'évolution est conditionnée à l'idée de conflit. Elle est conditionnée à l'idée de contradiction. Rappelez-vous, chez Hegel, la conscience ne peut avancer, ne peut progresser que si elle est en permanence confrontée à la contradiction, c'est-à-dire à ce qui n'est pas elle. Et c'est dans l'expérience de l'autre, c'est dans l'expérience de la contradiction que la conscience se construit, que la conscience devient ce qu'elle est, et sans ce rapport à l'altérité, sans ce rapport à la contradiction, le monde resterait figé, le monde resterait statique. Autrement dit, le conflit est un moteur. Et chez Marx, le conflit est le moteur de l'histoire.
Donc la vision de Marx est directement héritée de la vision de Hegel, à savoir une vision conflictuelle de l'histoire, on pourrait dire une vision héristique de l'histoire, le mot héristique renvoyant à l'idée de dispute, de discorde, ce qui veut dire d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il y a un rôle positif du conflit, puisque le conflit amène au surpassement du conflit. Vous connaissez ce célèbre adage, qui veut la paix prépare la guerre. Et l'idée c'est que, pour pouvoir être dépassé, le conflit doit avoir lieu. On ne peut pas dépasser quelque chose qui n'existe pas. De la même façon qu'on ne peut pas accéder à la vérité sans être d'abord passé par l'erreur, c'est-à-dire par le contraire de la vérité. La paix, c'est le contraire de la guerre, mais pour parvenir à cette paix, il faut en passer par la guerre, il faut en passer par le conflit. C'est ça, la notion de dialectique, c'est l'idée que toute chose doit nécessairement passer par son contraire, par son autre. Et que c'est seulement une fois que l'autre a été expérimenté et digéré qu'il peut être dépassé. Et donc que l'histoire peut s'accomplir jusqu'à son terme. Donc l'histoire humaine est guidée par la lutte des classes, c'est-à-dire par des rapports économiques. Or, qui sont les deux acteurs des rapports économiques dans l'histoire? Eh bien, selon Marx, les deux acteurs, ce sont les propriétaires et les prolétaires. On dirait aujourd'hui dans un lexique un peu moins précis, les dominants et les dominés. Et si on disait tout à l'heure que l'histoire n'existerait pas sans les guerres, eh bien on rappellera en même temps que toute guerre se caractérise par un vainqueur et un vaincu. Autrement dit, par un dominant et un dominé. Et selon Marx, la lutte entre ces deux classes, entre la classe des propriétaires et la classe des prolétaires, c'est ce qui détermine le devenir du monde. Et quand je dis détermine, faut bien prendre la mesure de ce que signifie ce mot. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de hasard, mais au contraire, une loi de nécessité. Comme chez Hegel d'ailleurs, là encore. Donc la dialectique hegelienne était basée sur l'idée que l'esprit détermine la matière, alors qu'au contraire, la dialectique marxienne va être basée sur l'idée que c'est la matière qui détermine l'esprit. C'est ce qui fait qu'on parle de dialectique matérialiste ou encore de matérialisme historique pour qualifier la vision du monde de Marx, à savoir que selon Marx, il n'existe pas au-dessus du monde un esprit qui guide le monde. Le monde n'est pas la projection mobile d'une réalité spirituelle qui trônerait au-dessus de lui. Le monde est au contraire ce qui va générer l'esprit, ce qui va générer la raison, ce qui va générer la conscience. Et d'ailleurs, lorsque l'on veut expliquer la différence entre Marx et Hegel, on parle de renversement matérialiste par Marx de la philosophie hegelienne. Autrement dit, on conserve le principe de la dialectique qui consiste à dire que tout ce qui a lieu est le produit d'une évolution, d'un processus conflictuel, mais en revanche, là où chez Hegel, c'est l'idée qui guidait la matière, chez Marx, c'est la matière qui guide les idées. Alors il y a une phrase de Marx qui résume parfaitement cette idée, qui dit « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est au contraire leur être social qui détermine leur conscience. » Alors ça, il y a une manière très simple de le résumer. Ça pourrait être « Nous avons les idées de notre situation matérielle. » Nous avons les idées de notre situation matérielle, autrement dit, notre conscience, c'est le produit de notre vécu. C'est le produit de notre rapport matériel au monde. Selon l'environnement dans lequel vous aurez grandi, selon votre milieu social d'origine, selon votre éducation, vous n'aurez pas les mêmes idées. Vous n'aurez pas la même conscience. Parce que votre conscience se sera construite différemment. Dès lors que notre conscience se construit à travers les influences qu'elle reçoit, eh bien il est évident qu'à un vécu différent va correspondre une conscience différente. Regardez comme il est parfois difficile de s'entendre avec des personnes qui n'ont pas du tout le même vécu. On a l'impression parfois qu'on parle avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes codes, les mêmes références. Et ce différentiel au niveau des codes, au niveau des références, eh bien il n'est pas seulement lié à une conformation différente de notre esprit à la naissance. Ça peut arriver qu'il y ait des différences de mentalité qui soient innées. Mais le plus souvent, c'est le décalage dans le vécu, c'est-à-dire dans la situation matérielle, dans le rapport concret au monde, qui va créer ensuite des écarts dans la pensée, des écarts dans les consciences. Et pour peu que vous ayez eu des expériences extrêmement différentes, voire opposées les unes aux autres, à ce moment-là, vous pouvez être sûr que l'incompréhension risque de se glisser dans votre dialogue. C'est tout à fait normal. Et c'est d'ailleurs ça la fonction de la rencontre,
et de l'interaction avec l'autre, c'est d'élargir son champ de conscience au contact d'une expérience qui n'est pas la nôtre. On peut apprendre qu'au contact de quelqu'un qui a eu d'autres expériences. Donc si la conscience est tout entière déterminée par des rapports matériels, et chez Marx, rapport matériel, ça signifie des rapports économico-sociaux, eh bien ça a une conséquence extrêmement lourde. La conséquence de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de liberté. Pourquoi ça signifie qu'il n'y a pas de liberté? Eh bien, si nous sommes entièrement déterminés par notre situation matérielle, cela signifie que c'est notre situation matérielle qui fait de nous ce que nous sommes. Et qu'est-ce que ça veut dire faire de nous ce que nous sommes? Eh bien, ça veut dire nous conditionner à penser de telle ou telle manière. C'est ça que ça veut dire. Notre situation matérielle nous conditionne à penser de telle ou telle manière. Et parce qu'un vécu différent va induire une mentalité différente, une conception du monde différente, eh bien l'idée c'est que la conscience est intégralement le fruit de cette situation matérielle. Donc je disais qu'il n'y a pas de liberté chez Marx, précisément parce que la liberté, c'est la capacité à s'auto-déterminer dans sa conscience. La liberté, c'est la capacité de s'arracher au déterminisme qui nous conditionne. Parce que si toutes vos pensées sont guidées par votre vécu, et si ce vécu est lui-même le produit d'un déterminisme auquel vous ne pouvez pas échapper, eh bien ça signifie en bout de chaîne que vous ne pouvez pas penser autrement que de la manière dont vous pensez. Et ça, c'est précisément le contraire de la liberté. La liberté en tant que pouvoir d'arrachement au déterminisme, eh bien cette liberté pour Marx n'existe pas. Donc retenez cette idée vraiment très importante pour comprendre le concept d'aliénation chez Marx, c'est que selon la vision du monde de Marx, toutes nos idées sont le fruit de notre condition matérielle, et donc en tant que telle, notre conscience n'est pas libre, notre conscience est déterminée par les rapports socio-économiques, déterminée par les rapports matériels, déterminée par le devenir historique. Alors qu'est-ce qui pose problème dans cette conception marxienne de la liberté ? Eh bien, c'est tout simplement le fait que cette vision déterministe, qui conduit à l'absence de liberté humaine, eh bien cette idée va totalement en contradiction avec le sentiment de liberté que nous éprouvons, avec la croyance en notre liberté que nous présupposons. Parce qu'on est bien d'accord que même si on adopte une conception du monde déterministe, au quotidien, nous agissons en être libres. Nous agissons comme si nous étions bien les maîtres de nos choix. Si vous allez faire vos courses au supermarché et que quelqu'un vient remplir votre caddie avec des produits que vous n'avez pas choisis, on est bien d'accord que ces produits, vous n'allez pas aller les payer à la caisse. Vous allez les remettre dans le rayon, ou vous allez abandonner votre caddie dans le supermarché, mais en tout cas, vous n'allez pas vous laisser imposer de l'extérieur une volonté qui n'est pas la vôtre. Vous n'allez pas vous soumettre à une conscience qui n'est pas la vôtre. Et c'est là qu'on rentre véritablement dans le cœur de ce concept d'aliénation. Alors, déjà, il faut préciser que aliénation, étymologiquement, ça vient de alien qui signifie autre. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, en anglais, le mot alien signifie extraterrestre, ou en tout cas, un être venu d'ailleurs, puisque précisément, alien signifie autre. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'aliénation ? Eh bien, l'aliénation, c'est le processus par lequel un autre que soi prend le contrôle de notre conscience. Autrement dit, l'aliénation, c'est la dépossession de ce qui fait notre humanité, à savoir notre conscience. Alors pour vous illustrer ce concept d'aliénation et pour rester dans la sphère de réflexion marxienne, je vais prendre un exemple qui va être un dialogue imaginaire entre un travailleur libéral et un travailleur salarié. Puisque d'ailleurs, il y a beaucoup de points communs en réalité entre les libéraux honnêtes et les marxistes honnêtes, du point de vue de leur grille de lecture du monde. Alors imaginons un libéral qui dirait à son ami salarié, quand tu travailles, tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour ton patron, en tout cas pour le propriétaire, si on va être précis. Quand tu travailles, tu vends ta force de travail à ton patron, c'est Pierre Berger qui disait louer ses bras ou louer son ventre, quelle différence. Donc tu vends ta force de travail contre un salaire, c'est-à-dire contre un moyen de subsistance. Ça veut dire quoi ? Bien, ça veut dire que le produit de ton travail ne t'appartient pas. Le produit de ton travail appartient au propriétaire. Le profit réalisé grâce à ton travail, il part dans les poches du propriétaire. C'est ce que Marx appelait l'extorsion de la plus-value, c'est-à-dire la production d'une valeur ajoutée par le travail du prolétaire qui se retrouve dans la poche du propriétaire en contrepartie d'un salaire.
Ça, c'est le principe même de l'exploitation. Je rappelle que exploitation, c'est un terme objectif. Quand on exploite une situation, quand on exploite des ressources, ça veut dire qu'on les utilise pour les mettre à notre profit. Et d'ailleurs, le simple mot d'employé, quand on dit « je suis employé dans une entreprise », employer, ça signifie utiliser. Ce qui indique bien ce processus de réification, c'est-à-dire de réduction à l'état d'objet du travailleur. Un employeur, c'est quelqu'un qui emploie, c'est quelqu'un qui utilise à son profit. Et donc là, on a la réponse du salarié qui va être de dire « oui, mais tu comprends, ça me permet quand même de vivre, ça me permet quand même de payer mes factures, de payer des vêtements à mes enfants, de remplir mon frigo. Et puis bon, tu sais, mon patron, ça va, il est sympa. » Et alors là, on est en plein dans ce que Marx appelle l'aliénation, c'est-à-dire l'intériorisation par le prolétaire de la volonté du propriétaire. C'est l'acceptation d'une situation objectivement déséquilibrée, alors je ne dis pas injuste, j'essaie de parler en termes objectifs, mais d'une situation objectivement déséquilibrée, c'est-à-dire qu'au lieu de considérer sa perte dans cette histoire, et le fait que sans lui, le propriétaire ne serait pas dans une position de supériorité économico-sociale, au lieu de considérer ça, le travailleur va considérer ce qui le rattache à sa condition, ce qui le maintient dans sa condition, ce qui le verrouille dans sa position d'exploité. Et ça, c'est exactement ce que souhaite le propriétaire, parce qu'il n'y a pas d'exploitation sans le consentement de l'exploité. Il n'y a pas d'exploitation sans l'acceptation de l'exploitation. Et attention, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de jugement de valeur dans cette analyse de Marx. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de disqualification du comportement du travailleur, puisque le travailleur, c'est précisément celui qui subit cette situation. Mais il s'agit simplement de décrire un mécanisme général qui comporte une dimension psychologique, et le point de vue du travailleur se défend totalement, c'est de dire, déjà, il faut bien bouffer, Il y a l'impératif de survie qui commande nos actes, et donc la conscience qui découle de ces actes, donc il faut bien trouver un chemin psychologique qui conduit à l'acceptation de notre situation, et puis il y a aussi l'idée que, comment admettre qu'on est un esclave? Comment admettre qu'on est un esclave? Eh bien, cette question, elle résume à elle seule le principe de l'aliénation. On ne peut pas accepter d'être un esclave. Quand je dis qu'on ne peut pas l'accepter, je veux dire qu'on ne peut pas y consentir consciemment. On est toujours obligé de justifier intellectuellement une situation matérielle qu'on n'a pas choisie. On est obligé de trouver un sens là-dedans. Alors, attention, parfois il peut très bien y avoir un sens, et il peut toujours y avoir une explication rationnelle à une situation qu'on n'a pas choisie. C'est vrai. Mais l'aliénation, ça va plus loin. L'aliénation, c'est l'intériorisation en soi de la volonté d'autrui. C'est le remplacement de sa propre conscience par la conscience de l'autre. Donc on est au-delà de la simple explication rationnelle de la situation, on est au-delà de la simple recherche de cause, on est dans la légitimation, voire dans l'adhésion. Et ça va beaucoup plus loin. Approuver sa propre soumission, approuver sa propre servitude, comme le disait la Boétie, c'est se rendre responsable de sa servitude. Responsable, non pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective. Et ici, qu'on soit bien d'accord, on ne parle pas d'une conscience de l'autre qui serait un apport pour notre propre conscience. On ne parle pas d'un sens positif qui serait la rencontre d'une altérité qui nous permettrait d'augmenter notre propre champ de conscience. Là, c'est l'inverse. Par l'aliénation, nous n'augmentons pas notre champ de conscience, nous le réduisons, nous l'anéantissons. Ce que veut dire Marx, c'est que par l'aliénation, nous jouons contre nos propres intérêts. L'aliénation, c'est jouer contre ses intérêts. Et donc vous le voyez, ce concept d'aliénation, il remet complètement en cause le concept de liberté, puisque la liberté présuppose une conscience active, non pas une conscience passive, non pas une conscience soumise, mais il remet même en cause la notion même de consentement. Parce que la notion de consentement ne prend pas en compte cette idée d'aliénation. La notion de consentement ne prend pas en compte le fait que notre conscience puisse être aliénée à la conscience d'autrui. Or, que vaut un consentement quand notre conscience est téléguidée par la conscience d'autrui? Ce serait comme de faire signer à quelqu'un son testament après l'avoir fait boire, ou après l'avoir drogué, ou peu importe. Lorsque vous provoquez une altération de l'état de conscience, on est bien d'accord que la personne n'est plus maître de ses décisions. Vous avez aliéné sa conscience pour la diriger dans le sens de vos propres intérêts.
Eh bien, ce que veut dire Marx, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir bu ou d'avoir pris de la drogue pour que notre conscience soit aliénée. Il suffit d'avoir créé les conditions objectives dans lesquelles nous allons nous aliéner nous-mêmes à la conscience de l'autre pour justifier notre situation matérielle. Un salarié va se considérer comme dépendant de son patron, comme dépendant de son entreprise et du propriétaire de cette entreprise. Partant de là, il va trouver tous les chemins pour justifier sa situation d'exploité et surtout ne jamais la remettre en cause. Ne jamais chercher à s'y opposer. Parce qu'en s'y opposant, il a conscience qu'il risque de perdre cette situation. Cette situation qui, dès lors, lui apparaît presque comme un privilège. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que la peur de perdre notre moyen de subsistance peut nous conduire à nous considérer comme des privilégiés alors même que nous sommes les exploités. C'est quand même incroyable. C'est peut-être incroyable, mais selon Marx, c'est ça qui guide les rapports sociaux, les rapports économiques, c'est ça qui guide l'histoire des hommes. Donc c'est très important de comprendre cette idée qui est que l'aliénation, c'est un conditionnement tel qu'on ne se rend même pas compte qu'on est aliéné. Et c'est même pas qu'on ne s'en rend même pas compte, c'est qu'on n'envisage même pas l'idée. Il ne nous vient même pas à l'esprit que l'on puisse être aliéné. Parce que dès lors qu'on se pose la question de notre aliénation, c'est déjà qu'on est en train de sortir de l'aliénation. La remise en question, l'auto-examen, ce sont déjà des indicateurs de la sortie de l'aliénation. Et on le voit très bien dans le roman de George Orwell 1984, dès lors que vous n'avez plus les mots pour penser votre condition, ça veut dire que votre condition ne vous appartient plus. Ça veut dire que vous n'êtes plus maître de votre destin. Donc je disais, l'aliénation, c'est un conditionnement tel qu'on ne s'en rend même pas compte, et pour l'illustrer, je vais prendre un exemple un peu hardcore, et pardonnez l'anglicisme. Prenons l'exemple d'un nouveau-né qui grandirait dans une famille qui le maltraite, qui le fait travailler, qui le livre aux prédations. Imaginez cet enfant qui grandit dans cet environnement, dans ce conditionnement, et qui ne saurait absolument rien de ce qui se passe dans les autres maisons, dans les autres familles. Eh bien, si cet enfant ne connaît pas d'autre modèle que celui dans lequel il évolue, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va trouver ça normal. Il va trouver ça normal parce qu'il n'aura pas d'autres repères, parce qu'il n'aura pas d'autres référentiels, qui va à un moment donné lui faire se poser la question. Il va à un moment donné lui faire remettre en cause sa propre norme. Parce que c'est ça, le propre d'une conscience qui trouve que tout est normal, c'est qu'elle se pose pas la question de la normalité ou pas du schéma dans lequel elle évolue. Trouver quelque chose normal, c'est précisément ne pas se poser la question de sa normalité. Eh bien, l'aliéné, c'est celui qui ne se pose pas la question de son aliénation, qui ne se pose pas la question de sa servitude, et qui, d'une certaine manière, ne comprend même pas où est le problème. C'est peut-être ça le plus terrible dans l'aliénation, et dans les conséquences qu'elle peut avoir, c'est cette acceptation produite par le sentiment de normalité. Or, qu'est-ce que le sentiment de normalité ? C'est l'adaptation, c'est l'habitude. Lorsqu'une chose se répète un certain nombre de fois, elle finit par devenir une habitude, et quand cette habitude elle-même se répète, elle devient la normalité. C'est ça l'aliénation de la conscience. C'est la privation des moyens de réflexion sur sa propre condition. C'est la privation des moyens d'avoir conscience de sa servitude. Et voyez que dans ce schéma de l'aliénation, il n'est nul besoin de recourir à la contrainte physique. Je dis souvent, un totalitarisme mature, c'est un totalitarisme qui n'a plus besoin de forcer les individus, qui n'a plus besoin de contraindre les corps. Vous avez encore aujourd'hui des totalitarismes non aboutis, des totalitarismes qui ne sont pas encore parvenus à ce stade de l'aliénation des consciences, et dans lesquels il est encore nécessaire de contraindre par la force, par la violence, par l'intimidation, les individus à se comporter de telle ou telle manière. Mais plus vous allez contraindre physiquement quelqu'un à faire quelque chose, plus vous allez lui donner les moyens de se rendre compte de sa condition de dominer. Alors que, lorsque vous travaillez directement à la source, c'est-à-dire lorsque vous faites en sorte que la conscience de celui que vous exploitez soit consentante à cette exploitation, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de contraindre les corps. Et à ce moment-là, vous pourrez toujours justifier votre situation de domination par le consentement du dominé. Dès lors que vous avez aliéné la conscience d'autrui à vos propres intérêts et à votre propre volonté, vous n'avez plus à craindre la révolte. Vous avez fait de votre esclave votre allié. Tenez, on va prendre un autre exemple pour détendre un peu l'atmosphère. C'est l'exemple de la pièce de Molière, L'École des femmes. Dans L'École des femmes, vous avez un personnage qui s'appelle Arnolphe,
qui est un homme d'âge assez mûr, assez avancé, et qui voudrait se marier, mais le problème c'est qu'il a une peur panique d'être cocu. Il a une peur panique que sa femme le trompe, et donc pour parer à cette situation, il a décidé d'épouser sa fille adoptive, sa pupille, qui s'appelle Agnès, et pour ça, il l'a volontairement élevée dans l'ignorance des choses de l'amour, et même dans l'ignorance du monde extérieur tout court, pour qu'elle ne soit pas soumise à la tentation. Donc il s'est livré à une véritable entreprise d'aliénation mentale, de conditionnement domestique, c'est-à-dire qu'il a créé l'environnement qui va faire qu'Agnès ne sera même pas en mesure d'envisager l'infidélité. Parce que comme je le disais, si vous vous attaquez directement à la mentalité de celui que vous voulez vous aliéner, à ce moment-là vous n'avez plus besoin de contrôler ses faits et gestes, vous n'avez plus besoin de contraindre son corps. Il le fera de lui-même. Il le fera sans se poser la question. Et c'est ce qu'on fait avec un animal domestique. On le dresse. Et donc un bon dressage, ça consiste à créer les conditions dans lesquelles l'esclave ne va même pas se poser la question de son esclavage. L'esclave obéissant, c'est celui dont les chaînes sont invisibles. Et donc Arnolphe, il sait que si l'on n'a pas conscience de l'existence d'une chose, on ne peut pas l'envisager. Donc il pense que, en privant Agnès de tout contact avec les hommes, de tout contact avec le monde extérieur, il va en faire une épouse fidèle, une épouse qui ne regardera pas les autres hommes tout simplement parce qu'elle n'en verra pas. Bon il se trouve que ça marche pas puisque Agnès va tomber amoureuse de Horace, ce qui veut bien dire qu'il aura fallu une intervention extérieure pour qu'Agnès puisse sortir de son aliénation. Sortir de l'aliénation, ça nécessite une intervention extérieure, quelle qu'elle soit. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, ou plutôt, c'est pas qu'on ne s'en rend pas compte, c'est qu'on est programmé pour consentir à la situation. Et être programmé pour consentir à une situation, ça montre bien aussi que la notion de consentement est parfois insuffisante, voire que le consentement peut être utilisé comme un instrument de domination. À ce propos, je vous renvoie au livre de Edward Bernays, Propaganda, sous-titré Comment manipuler l'opinion en démocratie, qui montre que si on veut manipuler une population, il ne faut pas la contraindre, il ne faut pas la contredire, au contraire, il faut obtenir son consentement. Consentement à la guerre, le consentement à son exploitation, consentement aux lois, c'est le principe de toute élection. Quand on a voté pour quelqu'un, on a consenti, on a validé, on a signé. Et donc si on a signé, on est engagé. On est lié par un contrat. La notion de contrat repose sur le consentement. Et en même temps, un contrat, c'est ce qui vous lie, c'est ce qui vous oblige au sens juridique du terme. Et dans une société de la sacralisation du désir individuel, il est très facile, du point de vue de l'ingénierie sociale, il est très facile de manipuler les consciences dans le sens des intérêts du pouvoir. Il n'y a qu'à voir l'influence de la mode étant d'abord une création économique. Donc l'aliénation, c'est le processus par lequel je me fais dévaliser de ma propre conscience au profit d'une autre conscience qui lutte non pas pour mes intérêts, mais pour ses intérêts. Le propre de l'aliénateur, c'est qu'il prétendra toujours défendre vos intérêts. Il prétendra toujours savoir ce qui est bon pour vous. Ça ne veut pas dire que toute personne qui veut faire quelque chose de bon pour vous veuille vous aliéner, mais ça veut dire que toute personne qui va vouloir vous aliéner le fera toujours au nom de vos intérêts. Et c'est en ce sens que l'aliénation, c'est le plus puissant des processus de déshumanisation, parce qu'il repose entièrement sur la falsification de ce qui fait l'essence de l'humanité, à savoir sa conscience. Et dans l'analyse de Marx, l'ouvrier devient plus aliéné à mesure qu'il crée de la marchandise, c'est-à-dire à mesure qu'il est investi dans le processus économique, dans le processus marchand. Plus il participe activement au processus économique, c'est-à-dire à une situation dans laquelle il est objectivement exploité, et plus il est aliéné. En psychologie, on appelle ça l'escalade de l'engagement. Plus vous êtes engagé dans un processus, et plus il devient difficile de vous en retirer. Ce qui est logique. C'est logique, mais il y a quand même une différence entre avoir du mal à se désengager d'une situation et consentir à cette situation ou la considérer comme normale, voire la considérer comme bénéfique pour nous. Là, ça va beaucoup plus loin. Et pour illustrer cette idée, on peut penser à ce qu'on trouve beaucoup aux États-Unis, l'employé du mois. L'employé du mois, dans une vision marxienne, c'est l'exploité qui est fier d'être exploité. Il est fier d'être l'exploité du mois. Alors on lui donne une médaille, puis on affiche sa tête dans les couloirs, il est content. C'est vraiment ça l'aliénation moderne, nous rendre fiers de notre exploitation.
Et tous ceux qui ont fait un peu de management savent très bien que le principe de l'autonomie des employés, qui fait qu'on va donner à des employés des tâches, des responsabilités, pour les impliquer dans la vie de l'entreprise, eh bien tout ça, ça participe activement au processus de l'aliénation, à la dépossession de notre conscience par une conscience qui a d'autres intérêts. Et donc l'ouvrier va devenir un pur objet, un pur instrument, et plus il crée de la marchandise, autrement dit, plus il produit d'efforts, et plus il devient lui-même une marchandise. Et quel est le propre d'une marchandise ? Eh bien, c'est qu'elle est monnayable, elle est interchangeable, elle est mobilisable, jetable. Donc on va remplacer un travailleur qualifié mais pas assez soumis par un autre travailleur qui sera peut-être moins qualifié mais qui sera plus docile, qui sera moins regardant sur ses intérêts. Et ce faisant, on élimine de la grande machine économique les éléments perturbateurs. On élimine tout ce qui pourrait faire croître les germes de la conscience dans un système de plus en plus automatisé, où l'intelligence est devenue le contraire de la pensée. Alors, s'il fallait malgré tout finir sur une note optimiste, je dirais que nous sommes tous encore, individuellement et collectivement, les dépositaires de la conscience humaine sur Terre. Et si la lutte pour la conscience précède toutes les autres luttes, si la lutte pour la conscience est la seule qu'il nous est impardonnable de ne pas mener, n'oublions pas qu'il s'agit d'abord d'une lutte contre nous-mêmes, d'une lutte contre ce qui nous empêche d'y voir clair, d'une lutte contre ce qui, en nous, joue contre nous. Je vous remercie.